L'équilibre général est un concept clé en économie. Il permet d'étudier les interactions entre les marchés, mais cette approche fonctionne avec des hypothèses assez fortes qui ne reflètent pas forcément le comportement réel des individus et des firmes dans la réalité. Aujourd'hui, nous allons voir comment ça fonctionne, cette approche, avec la mise à jour des nouveaux concepts comportementaux dans les deux exemples concrets. Le concept d'équilibre général a commencé avec Léon Van Raas, un économiste français vivant au 19e siècle. Van Raas a développé un ensemble de modèles avec plein d'équations pour démontrer qu'il y a un système de prix qui peut équilibrer tous les marchés qui sont en interaction. Ce concept a été par la suite enrichi par John Hick et Paul Samuelson, et notamment par Arrow et Debreu. Dans les années 50, ces deux derniers économistes ont démontré l'existence de l'équilibre dans une économie avec tous les marchés en interaction. Comment fonctionne l'équilibre général? L'équilibre général fonctionne avec plusieurs ensembles d'hypothèses qui sont assez forts, vous allez voir. Un premier ensemble d'hypothèses correspond à l'interdépendance des marchés. Le marché d'un bien peut dépendre du marché d'un autre bien. On pourrait imaginer, par exemple, le marché d'un bien de consommation finale, comme le marché alimentaire, peut dépendre aussi du marché du travail. Un deuxième ensemble d'hypothèses, c'est qu'on suppose qu'il y a un ensemble de prix d'équilibre permettant d'égaliser l'offre et la demande sur chacun de ces marchés. Un ensemble de prix d'équilibre, on pourrait penser au salaire, au prix d'un bien, etc. Une troisième hypothèse, c'est la maximisation du bien-être. On suppose que les individus, les consommateurs, les firmes, etc., sont rationnels, et notamment les consommateurs, ils maximisent leur utilité, le bien-être. La quatrième hypothèse, c'est l'hypothèse de la concurrence pure et parfaite. Et ça, c'est une hypothèse qui est très loin de la réalité. Mais le concept d'équilibre général suppose que les entreprises font la concurrence pure et parfaite. Il n'y a pas d'intervention de l'État. Pourquoi utiliser cette approche? Premièrement, l'utilisation de l'équilibre général permet en fait d'évaluer des politiques économiques. On peut étudier une politique économique en utilisant un concept d'équilibre partiel, c'est-à-dire qu'on s'intéresse uniquement à un marché. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si cette politique a un impact sur d'autres marchés. Puisque les marchés sont interdépendants, du coup, l'utilisation de ce concept d'équilibre général permet d'étudier l'impact de cette politique économique sur l'ensemble de l'économie. La deuxième idée, c'est que l'utilisation du concept d'équilibre général permet d'intégrer les fondements microéconomiques dans la modélisation économique. Et le fondement microéconomique correspond au comportement individuel, au comportement stratégique des entreprises, etc. Malgré l'utilité et la portée générale de cette approche d'équilibre général, il y a beaucoup de limites et de critiques qu'on peut dresser contre cette approche. La première limite qu'on peut énumérer, c'est l'ensemble des hypothèses assez fortes, assez restrictives, inhérentes à cette approche. Comme on a vu tout à l'heure, l'équilibre général fonctionne avec la concurrence parfaite, concurrence pure et parfaite, notamment la concurrence entre les entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est loin d'être réaliste. La théorie de l'équilibre général fonctionne aussi avec l'hypothèse de rationalité illimitée. Enfin, les agents sont rationnels. Ça, c'est quelque chose qui est très, très restrictif puisque les individus, notamment les consommateurs ou les ménages, ne sont pas forcément rationnels dans le choix, dans les décisions économiques. Un deuxième ensemble de critiques adressées à l'approche d'équilibre général, c'est l'absence d'équilibre ou l'absence d'unicité d'équilibre. Donc, il peut y avoir plusieurs équilibres. Et on ne sait pas quel équilibre qui a choisi. Une troisième critique, c'est l'approche d'équilibre général ne permet pas d'étudier des phénomènes en déséquilibre, notamment lorsqu'il y a un déséquilibre persistant. Par exemple, dans les situations où le taux de chômage est élevé et qui persiste dans le temps. L'émergence de l'économie comportementale dans les années 90 a permis de remédier à un des critiques adressées à l'équilibre général. L'économie comportementale a souligné que les individus ne sont pas toujours rationnels, ils ont des biais cognitifs et leurs décisions sont sous influence de leur entourage ou sous incertitude ou sous risque. Les biais cognitifs,
là peuvent influencer les décisions. Les économistes sont donc invités à amender leur théorie, le modèle. On va voir que ici, moi-même, mes collègues, mes doctorants, ont deux pistes de recherche permettant d'utiliser le concept d'équilibre général avec l'inclusion des biais cognitifs. La première piste de recherche porte sur l'adoption de l'agriculture biologique. Alors, on sait que l'agriculture biologique, c'est quelque chose qui est très utile, qui permet de protéger la biodiversité, la qualité du sol, la qualité de l'eau, et qui fournit en fait des produits alimentaires d'une qualité assez bonne et qui aide à protéger, à préserver la santé des consommateurs. Cependant, il y a des agriculteurs qui restent toujours en mode de production conventionnelle et il y a très peu d'agriculteurs qui adoptent l'agriculture biologique. Alors, pourquoi? Nous pensons que c'est les préférences individuelles, les biais cognitifs des producteurs déterminent leur adoption. Les premiers résultats que nous avons obtenus avec notre approche d'équilibre général, on a montré que les individus qui ont une préférence assez élevée pour les risques ou une préférence assez élevée pour l'ambiguïté, ils adoptent l'agriculture biologique. Pourquoi? Parce que, en fait, les techniques de production en agriculture biologique comportent un certain risque et une certitude qui peuvent être liés à la productivité qui est assez risquée, aléatoire, ou au débouché sur le marché des produits alimentaires. Et donc, ces individus qui ont une certaine préférence pour les risques, ils sont beaucoup plus prônes à se convertir en mode de production biologique. Le deuxième aspect, c'est les préférences temporelles. On sait que pour adopter le mode de production biologique, il faut un certain temps. Il faut en général 5 ans en France pour être qualifié de producteur en agriculture biologique. Et donc, les individus qui sont plus patients, qui pensent plus pour l'avenir, alors ces individus, ces producteurs-là, peuvent se convertir facilement, plus facilement que les autres en mode de production biologique. Par ailleurs, nous avons aussi observé que lorsque les agriculteurs sont informés de la décision de leur entourage, alors ils peuvent aussi imiter. Plus précisément, si un agriculteur est informé d'une décision majoritaire dans son entourage que le voisin adopte le mode de production biologique, alors lui, il va accepter plus en fait la conversion de sa production en mode biologique. La deuxième piste de recherche concerne en fait l'effet rebond dans l'utilisation des technologies économisant l'énergie ou les technologies à base d'énergie renouvelable. L'effet rebond, c'est un phénomène qui consiste en fait à utiliser plus d'énergie au lieu de réduire la consommation d'énergie. Par exemple, dans le choix des technologies des chaudières de chauffage, les consommateurs peuvent penser à adopter une nouvelle technologie, une nouvelle chaudière qui sont économes en énergie ou qui sont à la base d'énergie renouvelable. Mais le problème, c'est que puisque ces technologies ou ces chaudières sont efficaces, qui consomment moins d'énergie, du coup, les consommateurs, les ménages pensent que peut-être dans ce cas-là, je vais chauffer un peu plus qu'avant. Au lieu de mettre la température à 19 degrés comme conseillé par les différents instants de politique, les consommateurs vont mettre la température à 20 ou 21 degrés. Et donc, du coup, finalement, au lieu de réduire la consommation d'énergie, les consommateurs augmentent la consommation d'énergie in fine. Nous pouvons expliquer l'effet rebond par au moins 3 mécanismes. Les 2 premiers mécanismes sont plutôt d'ordre économique. Ce sont des mécanismes bien connus. L'effet de revenus, par exemple, avec une subvention de l'État pour l'achat d'une nouvelle chaudière plus économe en énergie, fait que les consommateurs consomment plus parce qu'il y a un aubaine financier. Un deuxième effet qui est aussi bien connu, c'est l'effet de substitution. Le fait d'utiliser une nouvelle chaudière, le coût d'usage est beaucoup plus faible que l'ancienne chaudière. Évidemment, il y a un coût d'achat initial, mais c'est un coût fixe. Alors qu'avec cet effet de substitution, avec le coût d'usage qui est beaucoup plus faible, incite les consommateurs à utiliser, à solliciter plus la chaudière. Du coup, ça augmente la consommation. Le troisième effet que nous pouvons identifier
est plutôt comportementale. On pourrait penser que, par exemple, le consommateur, puisque dans le passé, il a utilisé les anciennes chaudières qui sont polluantes. Maintenant, avec la nouvelle chaudière, il dit, bon, dans le passé, j'ai déjà utilisé la chaudière avec la température à 18-19 degrés. Maintenant, avec la nouvelle chaudière, pourquoi je dois hésiter à me chauffer plus? Donc, je vais me chauffer plus. Donc, du coup, je vais mettre 20 degrés, 21 degrés. Cet effet-là est différent de l'effet de substitution ou de l'effet du revenu. Et c'est un effet comportemental a été étudié dans certains cas. Et alors ici, nous voulons étudier ces trois effets-là sous l'angle d'équilibre général. Nous pensons que les biais comportementaux peuvent affecter en fait la décision de consommation d'énergie. Pour notre modèle, nous pensons que les agents adverses au risque se comportent différemment des agents qui sont riscophiles ou les agents qui sont impatients dans le temps se comportent différemment des agents qui sont beaucoup plus patients dans le temps. Ces biais comportementaux vont influencer la décision d'adopter une nouvelle chaudière ou le niveau de consommation d'énergie. Nous pensons que pour toute décision économique, il faudrait ajouter les biais comportementaux dans la modélisation, notamment avec l'approche d'équilibre général, et cela permettra d'étudier l'impact d'une politique économique sur l'ensemble de l'économie. Dans le cas de notre chaudière, si on intègre ces biais comportementaux, cela permettra d'étudier l'impact d'une subvention ou d'une taxe carbone sur les énergies fossiles. L'économie comportementale enrichit l'analyse économique, notamment avec l'approche d'équilibre général, et a permis d'affiner les politiques publiques, que ce soit dans le domaine de l'agriculture biologique ou l'adoption des technologies de chauffage. Mieux comprendre les comportements humains, c'est essentiel.